de permettre à mon public de se créer lui-même son propre esprit critique, en fait, sans chercher à lui défendre une vision politisée de l'histoire. Et par exemple, pour citer un projet très récent, par lequel d'ailleurs on s'est connu, c'est mon documentaire Napoléon, une jeunesse italienne, donc sur la campagne d'Italie de Napoléon. En gros, c'est le moment de la vie de Napoléon, il devient un homme politique. Et j'ai voulu remettre en perspective Napoléon Ier, parce qu'on était dans une année très chargée au niveau célébration sur Napoléon. Et je trouvais qu'il y avait des débats historiques et des débats politiques qui n'avaient pas vraiment lieu d'être et qui étaient largement exagérés. Et moi, j'ai voulu redonner place en fait à l'histoire. Et puis en mettant également dans la vidéo parfois des points de vue différents sur des événements qui se sont passés, pour bien montrer que l'histoire même c'est un débat quoi, et qu'il faut pas chercher à imposer une vision catégorique des choses, mais qu'au contraire finalement c'est un peu à tout à chacun Ouais. Mais de l'apprendre et de se l'approprier. Voilà. Après, derrière, s'il y a débat, forcément, tu as un avis sur quelque chose. Alors que pour moi, l'histoire, ça a été toujours la recherche de la vérité, et pas la recherche de l'interprétation d'un événement de quelque chose qu'on sait qu'il a existé, mais on ne sait pas de la manière que ça s'est passé, quoi. Et c'est vrai qu'avec le problème avec Napoléon, par exemple, c'est que son histoire pouvait être vachement embellie aussi derrière. Ah Et oui, donc, du oui. coup, aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué de rationaliser le parcours de Napoléon par rapport au récit embellique de ce personnage-là. Par exemple, Napoléon, tu veux qu'on en parle maintenant ou qu'on reviendra à On ça en reparlera une après, non, seconde. mais là, Je tu veux cite répondre juste, juste sur la, sur ouais, le, juste sur sur ça. l'impartialité, quoi, en gros. Ouais, tout à fait, sur le regard historique. Évidemment, il y a des personnages qui sont plus tendance à polémique que d'autres. Napoléon en fait partie, comme on va le voir après, on a toujours fait partie. Mm. Il faut savoir faire le tri entre la légende noire et la légende dorée pour chercher la vérité historique. En tout cas, au moins s'en approcher. C'est ça l'objectif, parce que la vérité 100%, on l'aura jamais. On n'a pas vu les faits. Mais au moins s'approcher d'un point de vue nuancé, ça, je pense que c'est le plus important. Ouais. Et ça, oui, clairement, Napoléon fait partie de ces personnages sujets à opérations politiques, souvent, ou bien à tout simplement un embellissement pour d'autres raisons. Mais et dans mon documentaire, évidemment que je suis pas quelqu'un qui déteste Napoléon, je l'aime plutôt bien, c'est assumé. Mais c'est pas pour autant que je vais vous raconter des histoires sur certaines actions ou que je vais mentir sur les aspects plus sombres, Oui, par oui. exemple, du personnage. Et c'est ce que, par exemple, dans mon documentaire, c'est vraiment ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je mets vraiment en avant le cynisme politique, les fausses promesses qui sont faites, par exemple aux Italiens, dans le cadre de la campagne d'Italie, tout en mettant évidemment en perspective le fait qu'il y a effectivement des actions politico-militaires qui marquent une époque et qui, de ce point de vue-là, je veux dire, un peu gagne le respect. C'est un peu comme, vous savez, un entrepreneur qui fait beaucoup d'argent. Bon, évidemment qu'on peut être critique sur certaines méthodes et tout ça, mais on est obligé de constater le succès. Voilà. Oui. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Et mais comme ça, j'insiste là-dessus, c'est en apportant de la nuance. D'accord, ok, ok. Eh ben écoute, ça veut bien dire que j'ai bien fait de t'inviter pour parler de ce sujet épineux, qui est la cancel culture. Mais alors du coup, donc, pour répondre à cette question, la cancel culture, la culture qui détruit la culture, comme première question déjà, on va peut-être pouvoir se poser c'est qu'est-ce que la culture et qu'est-ce que la cancel culture? Déjà, toi, tu as un avis là-dessus alors du coup? Alors, la culture, pour moi, c'est les productions de l'esprit humain, tout d'abord. Et ensuite, dans un second temps, c'est fondamentalement ce qui unit les hommes et qui les aide à faire communauté. C'est-à-dire que, je veux dire, voilà, plus une civilisation est avancée, plus sa culture est développée, il va vouloir, enfin, en tout cas dans les civilisations qu'on connaît les mieux, on va vouloir fixer dans le temps, c'est-à-dire on va vouloir fixer dans des sculptures, on va vouloir fixer dans des livres les productions de notre esprit. Et ça Oui. crée un ensemble qui est à la fois objectif, c'est-à-dire qu'on peut voir la culture, les films, ça se voit, les livres, ça se lit, les sculptures, ça s'apprécie,
Et c'est également un aspect qui est subjectif. C'est-à-dire, par exemple, quand on parle de culture française, on parle de culture américaine, il y a une part de non-dit, il y a une part de on doit tous savoir que c'est comme ça parce que c'est notre culture. Et donc, finalement, le pont qu'on peut faire avec la cancel culture, c'est que la cancel culture semble vouloir s'attaquer surtout à l'héritage objectif de la culture. C'est-à-dire que, tout d'abord, en s'attaquant aux représentations, puis pour ensuite influencer je veux dire vous savez, c'est un peu le conscient subconscient, influencer après les pensées des gens qui, forcément, n'ayant pas eu accès à des éléments objectifs de la culture, voient leur culture à eux-mêmes changer à terme. Voilà. Oui, mais c'est le Et principe, donc, c'est le principe après derrière de aujourd'hui qui est ce genre de mélange aussi. Et que petit à petit, la culture s'enrichit avec d'autres cultures. Aujourd'hui, il y a plus, on essaye justement de globaliser chacune des cultures pour donner un peu une culture humaine ou humaniste de la chose, quoi, même si c'est compliqué, puisque forcément en Europe, on a des cultures très, très distinctes entre chaque pays. Mais par exemple, aux États-Unis, qui est peut-être un pays où il y a plus le mélange, le melting pot de culture, où là c'est peut-être un peu plus simple. Mais le but du jeu, j'ai ouais, l'impression tout de même, c'est de créer quelque chose de beaucoup plus global, d'une culture universelle. c'est ça. Et alors, d'ailleurs, bah voilà, pour rebondir sur le fait, la cancel culture, globalement, comme tu l'as dit, bah, ça vient surtout aux États-Unis. Et globalement, ça correspond à une volonté de canceller, c'est-à-dire d'annuler, d'effacer des éléments de notre culture qui auraient été produits par des personnages, surtout historiques, ou des communautés dont la lecture, je veux dire, contemporaine de leurs actions passées est vue comme néfaste, est vue comme, je veux dire, condamnable. Et donc, au nom de la condamnation de ces personnages historiques, on déciderait, par exemple, d'effacer leur mémoire ou bien d'effacer leurs actions, de ne plus les enseigner, de ne plus partager ce qu'ils auraient pu faire. Voilà, dans cette optique de dire, il y a un bien, il y a un mal, et on applique une lecture aussi contemporaine, ça s'est assumé dans la cancel culture du passé. Voilà. Non, mais c'est surtout ça, oui, c'est toujours par rapport à une situation actuelle, par rapport forcément à quelque chose qui s'est passé avant, quoi. Mais c'est le C'est ça. recontextualiser, oui, c'est le recontextualiser aujourd'hui qui pose pas problème, justement. Le problème, c'est que justement, c'est qu'une œuvre existe, qu'une tradition existe, que quelque chose existe, mais qu'aujourd'hui, elle est plus adaptée à notre monde actuel, quoi. C'est le cas, on va reprendre l'exemple, je pense, de Autant n'emporte le vent. C'est lui, hein, je crois, ouais, c'est Autant n'emporte le vent. Où aujourd'hui, bah, enfin, ça a posé de gros problèmes. Il y a quoi? C'était il y a 3 ans, je crois, 2 3 ans. Et Ouais. aujourd'hui, voilà, le film est contextualisé. Il y a un bandeau qui est extra-diégétique, là, qui dit bah, ce film a été réalisé dans les années 40-50 et que aujourd'hui, c'était une représentation de la société à une période, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, disons que, par exemple, là où en tant que, je veux dire, grand amateur d'histoire, moi je me pose des questions, c'est quand on décontextualise les choses, tout devient horrible. Je veux Mm. dire, quand Gengis Khan, il arrive devant les villes irakiennes et qu'il fait, je veux dire, décapiter 50 000 personnes, bon, évidemment, moi, ça me choque. C'est évident. Mais on recontextualise. Je veux dire, l'histoire même en elle-même, sa mission, justement, c'est d'apporter une lecture de ces événements. Mm. Certains historiens sont amusés à donner des avis, des jugements, mais on va dire le fond du truc, c'est de nous permettre d'avoir une lecture des événements sans trop nous faire bouffer par notre vision, je veux dire, contemporaine à la nôtre. Mais ça a toujours été un problème. Je veux dire, au 19e, on relisait l'histoire romaine sous un point de vue du 19e. Oui. Aujourd'hui, on essaye au plus d'aller vers la vérité, mais on s'aperçoit que dans le même temps, peut-être qu'aujourd'hui, on a le plus les moyens d'aller vers la vérité historique par tous les moyens aussi technologiques dont on dispose, les avancées archéologiques et tout ça. Et pour autant, dans le même temps, on a un mouvement qui voudrait dire il faut ne pas parler de ces événements-là, il faut même pas les recontextualiser, il faut juste les effacer et on devrait même pas les étudier parce que de toute façon c'est mauvais. Et alors là, forcément, ça peut amener qu'à se poser des questions.
Et puis, pour terminer sur l'aspect des traditions et des cultures locales, c'est vrai que les États-Unis sont le berceau d'une culture qui se veut globale, mais bon, de mon point de vue, c'est surtout une culture américaine. Et par Mm. exemple, oui, dans nos pays européens, bon, bah, on est très similaires à nos voisins, mais on en est également différents. Et c'est pas, moi, je pense fondamentalement que plus on connaît son passé et plus on connaît celui des autres, plus on va être ouvert sur les autres. Et donc, il y a pas de raison de vouloir remplacer les choses par une culture globale parce que ça, je ne pense pas que ça peut fonctionner. Et je pense qu'en plus, ça a un aspect négatif sur une approche scientifique du passé. Ok, ok, ok. Bah écoute, on va faire, on va débattre sur cet avis-là. Quand on avait parlé ensemble au téléphone, on avait parlé, on essayait de chercher la première, le premier moment, la première notion qui est utilisée pour la cancel culture. Et tu m'as dit, eh ben, c'est la damnation mémorielle en Et la latin. Je sais plus damnation comment ça. mémorielle. Ouais. Et alors, bah alors, du coup, qu'est-ce que c'est la damnation mémorielle et pourquoi ça existait, quoi? Et en quoi ça peut être rapproché de la cancel culture actuellement? Alors ça, c'est un phénomène historique très intéressant. En gros, la damnation memoriae, c'est le fait que euh, le Sénat romain, donc on est sous l'Empire romain, votait le fait qu'on condamnait la mémoire d'un empereur, d'un personnage historique, d'une femme d'empereur ou d'un général. Et donc ça voulait dire que on détruisait toute représentation de ce personnage. C'est-à-dire qu'on détruisait les sculptures, on défigurait les peintures qui pouvaient exister, on mettait au feu les papiers rédigés par cette personne, on s'amusait parfois même pendant plusieurs jours à détruire tout ce qu'il pouvait avoir fait. Et on va dire que c'était une condamnation publique. C'est-à-dire qu'il y avait une politique de destruction de la mémoire. Et par exemple, un personnage qui en a pâti largement, bah, c'est Néron. Néron, Ouais. on connaît tous ce fameux empereur de Rome qui met le feu à Rome. Bon, lui, c'est l'exemple type. C'est-à-dire que non seulement on a détruit la grande partie des représentations picturales de Néron, donc concrètement son héritage, et on a également réécrit l'histoire. Et donc là, on est vraiment, c'est de la cancel culture plus, plus, plus. C'est d'ailleurs qu'il y a vraiment cette volonté d'effacer et de condamner complètement les actions d'un personnage historique dont on a découvert récemment, je veux dire, voilà, avec la recherche, qu'il n'était pas si horrible que ça. Il y a eu d'autres exemples dans l'histoire. Par exemple, chez les Grecs, il y avait des exemples, pardon, chez les Égyptiens, il y avait des exemples de cela. Par exemple, le pharaon Akhenaton, donc, il avait mis en place un culte de sa personne et d'un dieu unique qui était Aton, dieu du soleil, va faire l'objet aussi d'un effacement systématique par ses successeurs, c'est-à-dire dans les représentations picturales égyptiennes et tout ça, notamment par Ramsès II, qui fera ça, et qui voudra effacer la mémoire de ce pharaon, on va dire, condamné par ses descendants, condamné pour avoir voulu changer le mode de fonctionnement religieux de l'Égypte. Et donc, on peut voir que dans l'histoire, il y a eu plusieurs cas de ça. Et on va dire, il y a un autre cas dont on va parler, ça va être pendant la Révolution française, la destruction volontaire de certains, d'une partie de la mémoire des héritages et des tombeaux, par exemple, des anciens rois de France. Hmm. Et donc voilà, on peut voir que dans l'histoire, on a régulièrement eu des mouvements souvent politiques de réécriture, voire de destruction du passé. Et globalement, les effets sont a posteriori vus comme très mauvais parce que ça veut dire que les gens qui viennent après, globalement, ont accès à une histoire qui sera tronquée et une vision du passé qui est tronquée et qui parfois a une influence très forte. Par exemple, le fait que Néron ait détruit Rome en jouant, tu sais, Oui, de la la lyre harpe. Ouais. avec Rome qui boule derrière. On connaît tous cette image de l'empereur fou et mégalomane, quoi. Oui, oui, oui. Mais pourquoi à cette époque-là, c'était si important d'être reconnu et d'exister dans le futur? Enfin, d'avoir une image de persister encore auprès de ses enfants, petits-enfants et les aïeux, les petits, enfin, je sais plus comment on appelle ça, là. Les aïeux, Oui, ouais. comment on appelle ça? Les descendants.
Oui, alors, ça c'est vrai que nous, on est aujourd'hui dans une société de l'image et on ne peut pas forcément comprendre comment est-ce qu'on peut détruire quelque chose. Par exemple, même si la cancel culture détruit un monument, fondamentalement, on aura toujours des images de ce monument parce qu'il y aura des photos, des vidéos. Même Mm. ils vont se filmer en train de le détruire. Donc, nous, on a même les preuves qu'ils l'ont fait. Mais je veux dire, dans le passé, il faut se remettre en perspective que les images sont rares. Par exemple, l'empereur romain, bah, on l'a peut-être jamais vu. La seule preuve de son existence qu'on a, c'est quand on a entendu parler d'une victoire, on a vu un buste par-ci par-là, on voit sa pièce sur les monnaies, très important Oui, les oui, monnaies. Et ben, finalement, l'image, c'est quelque chose de rare, de précieux et qui contribue très largement à l'héritage et donc à la mémoire que vont léguer les dirigeants, notamment politiques. Et alors, quand on a un empereur, c'est encore plus important parce on s'inscrit dans une tradition, on s'inscrit dans aussi le fait qu'on a été déifié. Je veux dire, on a un quotidien où on se pense, on se vit et on est traité comme quelqu'un d'important. Et donc, quelqu'un d'important doit forcément faire des choses importantes pour son peuple. Et donc, si on est effacé des mémoires, si nos représentations qui sont rares sont détruites, eh ben, on est oublié. Et là, il n'y a rien de pire pour les hommes du passé que d'être oublié, parce qu'à l'époque, on pouvait vraiment se faire oublier. oui. Et quand on a, je veux dire, tout simplement était et porter sa famille à des niveaux de pouvoir, je veux dire, et des niveaux d'influence qui sont inégalables, il est très difficile d'accepter qu'on va disparaître. Et donc, il y a toute une tradition qui est à la fois religieuse, qui est également du culte des ancêtres, qui entre qui entre en compte, et également un aspect, voilà, on veut dire sur l'héritage politique, par exemple, une expression très récente de ça, c'est qu'on connaît tous des lois qui ont le nom de l'homme politique qui les a fait voter. Et ben, c'est une façon pour eux également d'entrer dans l'histoire. Mm. Par exemple, la loi Sapin sur la transparence financière ou sur les lanceurs Oui. d'alerte, ou bien, je sais pas moi, la loi Duflot, la loi Pinel sur l'immobilier. Ah, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la représentation de la mémoire, c'est vrai qu'on s'en fiche un peu. On a le sentiment d'être important dans le présent, mais pas dans le futur, parce que pour nous, ça paraît super loin. Mais Par rapport au temps. mais sans doute par rapport au temps, oui, c'est clair. Et le truc, c'est que moi, de ce que j'avais compris sur la damnation éternelle, la damnation mémorielle, je veux dire, c'est que une peine qui était ultra importante. Oui. C'était le plus haut niveau de la peine, quoi. Ah ouais, en fait, c'est le plus haut niveau de la peine parce que justement, ça revient, c'est aussi ce culte des ancêtres et tout ça. Les empereurs romains, par exemple, s'inscrivent dans le fait qu'ils respectent l'héritage de leur aïeul et qui donc ils continuent cette tradition-là. Quand Hmm. on est effacé, en fait, c'était le contraire de la divination, c'est-à-dire un peu concrètement, on est condamné à disparaître, quoi. Et ça, il n'y a rien de pire dans des sociétés où les dirigeants étaient déifiés, par exemple, comme c'était le cas de l'Égypte ancienne. Il n'y a rien de pire que de disparaître parce que concrètement, ça veut dire il y a aussi une dimension voilà religieuse, c'est que normalement, une fois que le défunt a disparu de la surface terrestre, il est entretenu, il est vénéré par ses descendants qui vont lui permettre d'avoir une bonne vie dans l'au-delà, en fait. Hmm. Et donc, le fait de disparaître des représentations, le fait de ne plus être vénéré, eh ben, en gros, c'est un peu comme si dans une rhétorique chrétienne, on condamnait votre âme à rester, je veux dire, au purgatoire ou en enfer à Ah jamais, oui, quoi. d'accord, ouais. C'est-à-dire, c'est une condamnation extrêmement forte. Ok, ok, ok. Eh ben, très bien. Et alors, du coup, là, il y a un moment, tu parlais de Napoléon. Non, tu parlais de la. Non, le Napoléon, c'est pour plus tard. Là, on va parler, pardon, de la Révolution française. Et là aussi, il y a eu de gros événements sur ce qu'on pourrait assimiler à de la cancel culture. Parce que pendant la Révolution française, celle de 1789, mais aussi les autres, hein, les deux, non, il y a trois autres, et peut-être même Ouais. jusqu'à la Commune. Il y a eu Mm. cette image de détruire des idéaux et surtout l'image de la monarchie et l'image de l'Église à cette époque-là. Et est-ce que, Ouais. déjà, pourquoi les révolutionnaires ont fait ça? Pourquoi ils ont. C'est quasiment de l'anarchisme à ce niveau-là, c'est ni Dieu ni maître, et puis c'est tout, quoi.
Pourquoi les révolutionnaires ont voulu détruire cette image de la monarchie? Bon, la monarchie, je comprends encore. L'Église, peut-être un peu moins, mais si on remarque l'Église, c'est peut-être parce que c'était le clergé et que le C'est le clergé, pendant, c'est hein, comme la noblesse, oui, c'est clair. Mais ils avaient c'est réellement besoin de détruire les monuments, d'aller piller les tombeaux. Oui, c'est ça, c'était piller les tombeaux des rois, des pieds tombeaux, c'est de là. tout ça. Pourquoi ils ont fait tout ça? Ouais. Quel était leur but au final? Alors, il est dans la Révolution française, c'est un sujet aussi épineux parce que on a tendance également à relire ça avec nos yeux d'aujourd'hui. Hmm. Déjà, pourquoi il y a des destructions je veux dire, on peut en citer quelques-unes. Par exemple, l'une des plus symboliques, celle qui marque le plus, c'est quand les révolutionnaires français vont piller la basilique Saint-Denis, le tombeau où il y a où il y a une grande partie des rois de France qui sont. Et donc, en gros, il y a une foule en colère qui va y entrer et qui va détruire les tombeaux, qui va s'emparer des richesses et qui vont, je veux dire, profaner les tombes. Et donc, il y a vraiment les ossements d'Henri IV sont balancés un peu partout. Bref, c'est l'anarchie, comme tu dis. Et donc ça va se produire dans d'autres endroits. Et globalement, voilà, les biens du clergé, de la noblesse, à différentes étapes de la Révolution sont attaqués, sont brûlés, ou bien dans la plupart des cas, en fait, sont pas détruits, mais tout simplement revendus, distribués. Et donc, il y a plusieurs logiques qui s'affrontent. Déjà, il faut se rendre compte que ce qu'on appelle les révolutionnaires, c'est pas un tout, je veux dire, c'est pas un bloc de glace. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs courants, et des courants qui sont parfois extrémistes, qui veulent la violence concrètement, qui veulent des exécutions, et qui, par exemple, c'est un de ces courants-là extrémistes qui va s'emparer de la basilique et la détruire et détruire les tombeaux des rois de France. Donc, il ne faut pas s'imaginer qu'il y avait non plus une politique d'État qui disait il faut détruire. Et globalement, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est une volonté de détruire. On peut pas, on peut peut-être pas dire la mémoire au sens propre, parce que je pense pas qu'il y avait vraiment cette réflexion-là. C'est plutôt de condamner politiquement a posteriori les actions de ces rois qui sont mis globalement dans un tout condamnable parce que c'est les oppresseurs du peuple. Et donc, Oui. on va détruire leur tombeau parce que de toute façon, ces gens-là ne sont pas dignes de respect. Si on peut aller jusqu'à profaner leur tombe, ça veut dire que vraiment, ils ne comptent plus, ils ne doivent plus compter. Et il y a vraiment cette idée également de permettre à la foule d'expier, on va dire, sa colère contre les grands par des actes symboliques. Et donc, certains révolutionnaires manipulent les foules et on va dire, les font aller à leur pire, je veux dire, Oui. extrémités, avec pour objectif parfois un dessein politique qui est de pousser des politiques plus extrémistes sur le devant de la scène par la suite. Et par exemple, dans cette idée également du rapport à la religion, y a un personnage qui se dit, enfin, qu'on connaît tous, c'est par exemple Robespierre. Robespierre est un personnage connu parce qu'on dit qu'il aurait mis en place la politique de la terreur qui a fait des dizaines de milliers de morts en France, notamment des exécutions de nobles, en gros de réactionnaires, enfin Oui, d'opposants à oui. la Révolution, et puis également plein de gens qui étaient innocents, qui ont juste été dénoncés. Et globalement, je veux dire, on a fait de Robespierre l'incarnation du mal révolutionnaire, c'est-à-dire du mec assoiffé de sang et de pouvoir, qui Bah, envoie tout le monde à la guillotine. on n'est pas loin quand même, on n'est pas loin. Il était La énervé vers la réalité, fin par quand même. exemple, est plus tempérée. En réalité, par exemple, ce qu'on appelle la terreur n'a jamais été une politique d'État. C'est une réécriture a posteriori faite par les thermidoriens. Donc, les thermidoriens, c'est ceux qui prennent le pouvoir en 1794 à la suite de Robespierre, qui font un coup d'État, qui vont d'ailleurs envoyer Robespierre à la guillotine. Guillotine. Et ils vont dire qu'il y a eu une politique publique de terreur qui a été mise en place, qui s'appelle la terreur, qui constitue globalement un terrorisme. Alors en réalité, c'est pas vrai. Il y a même eu des fabrications de preuves a posteriori. Il y a évidemment eu des exécutions et tout ça, mais ça n'avait pas vocation non plus à rester. Et ça se faisait également, il faut le dire, sous l'influence de certains courants qui étaient plus extrémistes que d'autres. Et donc Robespierre, en tant que leader de l'exécutif, eh ben en fait, il réalisait une synthèse des courants qui existaient. Mais ça ne veut pas dire, par exemple, que c'était un opposant radical à l'idée de religion. Robespierre, par exemple, c'est quelqu'un qui a été élevé dans la tradition catholique et qui, par exemple, lui, de son point de vue à lui, les athées
autant que les dévots étaient condamnables. C'est-à-dire que Mm. les gens qui ne croyaient en rien, ou bien ceux qui croyaient trop, on va dire, étaient condamnables du même excès. Et ça, c'est intéressant parce que lui-même, il cherche ensuite à créer une proto-religion, hein, le culte de la raison et tout ça. Mais Ouais. on peut voir que même chez certaines figures révolutionnaires, existe cette contradiction. Existe cette contradiction entre, on s'inscrit quand même dans un héritage euh, culturel, religieux, on ne peut pas penser sans. D'ailleurs, on ne peut pas être Robespierre si on n'a pas eu cette éducation catholique. Mais en même temps, il y a cette volonté de tout renouveler. Et parfois, au cours du renouvellement, en fait, pour eux, il pouvait être légitime de détruire et oui, de faire disparaître. Mais d'accord, mais donc du coup, au niveau de la monarchie, c'était vraiment le symbole qui voulait attaquer, alors que l'Église, il y avait juste des gens nerveux, mais c'était pas le but principal, quoi. En fait, à l'Église, bon. Il y a eu évidemment des personnages religieux qui ont fait l'objet de haine et tout ça. L'Église est attaquée aussi surtout parce qu'elle est le soutien de la monarchie, parce que Ouais. la monarchie française peut pas se voir sans l'Église catholique. Il y a aussi quand même un changement philosophique depuis l'époque des Lumières, où l'Église globalement est vue comme ayant un rôle négatif sur la société. Ça ne veut pas dire qu'on veut un monde où personne ne croit en rien. Ça, il faut bien le distinguer. Mais on Mm. s'attaque à la symbolique. Et alors, il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, l'Église, c'est un pouvoir aussi économique. Et que les abbayes disposaient de richesses très fortes, alors qu'on avait un peuple qui était très pauvre. Et donc, l'Église aussi fait tout simplement, en gros, c'est une redistribution forcée Oui, des c'est richesses ça. de l'Église. Parce que, rappelons-le, l'Église, comme les nobles, refuse et ne paye pas de taxes. Et donc, finalement, il y a aussi on va dire, cette haine de ceux qui ne payent pas de ceux qui sont écrasés de taxes contre ceux qui n'en payent pas. Et donc, il y a aussi, voilà, faut prendre en compte ça, qu'il y a aussi une volonté de revanche sociale et économique. Et par exemple, pour faire un bref rapport avec aujourd'hui, la cancel culture aux États-Unis, par exemple, dans certains cas, on s'attaque à certaines figures de l'esclavage, et finalement, on peut s'apercevoir que c'est souvent le fait, par exemple, de la communauté afro-américaine ou en tout cas des minorités qui s'estiment avoir été lésées dans le passé, mais qui s'estiment encore lésées aujourd'hui. Oui, Et oui. donc, en s'attaquant au symbole, on s'attaque aussi à ce qui transporte, c'est-à-dire des inégalités sociales et économiques. D'accord, ok. Non, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on parle de cancel culture, c'est beaucoup plus des communautés qui vont émerger et qui vont s'offusquer de telle personnalité ou de tel événement. Ouais. Mais ça, on en reparlera. C'est par la suite qu'on va parler de ça. Moi, j'ai une autre question sur la Révolution. C'est est-ce que la représentation de la religion alors ça doit être, oui, c'est du marxisme, hein, mais la représentation de la religion comme une révolution bourgeoise, est-ce que c'est pas de la cancel culture aussi? De dire que c'est pas que la Révolution française, c'est pas une révolution du peuple, c'est une révolution des bourgeois. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la cancel culture? Ah, oula. C'est. Alors, C'est très politique. tu sais, Au début, on a dit qu'on n'allait pas parler de politique, mais je sais que là, c'est vraiment une question politique. Mais du coup, est-ce que c'est le roman national qui cancel culture ou est-ce que c'est la révolution bourgeoise c'est-à-dire qui cancel culture? qu'est-ce que tu veux dire qui serait le plus proche de la vérité historique Oui, la révolution du peuple ou la révolution de la bourgeoisie? oui, c'est ça, oui, par exemple, oui, oui. Bon, la révolution, euh, déjà, il faudrait savoir ce qu'on entend par peuple. Le peuple en 1789, globalement, c'est le tiers-État. Et le tiers-État, il y a des bourgeois dedans. Oui, Donc, on peut estimer qu'en fait, la révolution est initiée par des penseurs, par des leaders d'opinion, comme on pourrait les appeler aujourd'hui, par des avocats, par certains nobles, par certains religieux, hein, même on peut penser à certains, qui, eux, objectivement, ne font pas partie des classes les plus pauvres de la société. C'est eux qui font les débats, c'est eux qui font les débats politiques. Ça ne veut pas dire que ces gens-là sont tous des privilégiés. Il y a ce qu'on pourrait appeler de la classe moyenne. Je veux dire, il y a des gens qui sont éduqués mais qui n'ont pas de capital économique. hmm, Ça, oui. Et ça, c'est parce que c'était dû au fait au siècle des Lumières, on a eu l'émergence progressive d'une classe alphabétisée de la population qui n'avait pas accès aux richesses économiques ou au pouvoir, qui en était complètement exclue et qui va donc être le moteur de la révolution. Et donc, à ce sens, oui, on peut dire c'est une révolution
bourgeoises ou petits bourgeoises pour parler au sens sociologique, parce que les penseurs, les chefs d'opinion et tout ça sont globalement des gens qui tout simplement ont le temps de penser, ou bien qui sont dans des métiers de robe, par exemple des avocats. Robespierre est Ouais. avocat, donc il faut un minimum de temps pour mettre sa pensée sur écrit. Et donc à ce sens-là, oui, c'est une révolution bourgeoise, mais dans l'autre sens, on ne peut pas non plus négliger le fait que le peuple, même, je veux dire même le petit peuple, y prend part et bénéficie d'opportunités qui sont liées à la révolution. Il y a certains personnages qui bénéficient d'une ascension sociale exceptionnelle parce qu'il y a la révolution, donc on ne peut pas dire qu'il y a une captation de l'entièreté de la révolution par les Oui. bourgeois. Moi, pour vraiment faire rapide, la vérité historique pour moi, ça a été que la révolution a été commencée par les bourgeois, mais qu'elle leur a échappé. Et que après, c'est diffusé dans la population et que tout le monde globalement a pu en profiter ou en souffrir. Donc à ce sens-là, oui. Et puis globalement, après, d'ailleurs, par exemple, en 1795, 96, 97, il y a différentes élections et on voit que le peuple parfois vote largement pour les royalistes. Donc on peut voir que même le peuple se lasse de la révolution Oui. et c'est les élites qui la préservent finalement. Donc c'est parfois intéressant à voir. Et alors, il n'y avait pas une histoire en plus comme quoi le peuple, il y avait certaines conditions pour pouvoir voter, c'est-à-dire que c'était quand même. C'est aussi ça que reproche, je crois, cette idée que la Révolution française est une révolution bourgeoise, c'est que finalement, les privilèges qu'il y avait avant la Révolution a été déplacée un peu pour une autre population, quoi. C'est juste ça. Et que du coup, C'est-à-dire, bah, c'est-à-dire que avant la Révolution, il y avait certains privilèges qui étaient exclusifs à la noblesse et au clergé, et qu'après les ouais. révolutions, ça s'est déplacé un peu plus sur la population, par exemple le droit de vote ou ce genre de choses, qui ont été plus déplacés vers la bourgeoisie, mais pas le bas peuple en fait. Et c'est peut-être ça Vers aussi la que reproche. bourgeoisie, oui, oui, bah il y a vraiment ça. Bah d'ailleurs, pour parler politique, Karl Marx explique ça. Il dit qu'en Mm. gros, l'élite économique et l'élite, je veux dire, comment dire, l'élite du pouvoir. En gros, ceux qui ont le pouvoir et ceux qui ont l'argent sont les mêmes. Et donc, en gros, ceux qui ont l'argent veulent le pouvoir. Et donc, ils initient la révolution, ils y participent. Et globalement, ils en sont à terme, oui, ils en sont les bénéficiaires principaux. Par exemple, on pensera surtout la monarchie d'après 1830. C'est une monarchie bourgeoise. Et donc là, Mm. on pourrait dire, bah, finalement, les bourgeois, ils ont tout réussi. C'est-à-dire, non seulement ils ont le pouvoir, mais en plus, ils ont trouvé le moyen de ne pas le donner au peuple, de ne pas le partager. Et ils ont une structure sociale qui leur correspond, qui leur est tributaire, avec un roi qui doit son pouvoir aux bourgeois. Donc, sous ce point de vue-là, oui, en effet, les bourgeois réussissent bien leur coup. Après, voilà, il y a d'autres mouvements. Après, il y a le Second Empire, il y a aussi la Commune, et puis il y a globalement je veux dire la diffusion dans la population bah, il y a en fait tout simplement le niveau de vie augmente à la fin du 19e en France et de larges parts de la population en bénéficie. Et donc à ce titre-là, la République qui était exclusive, bon, on va dire le pouvoir qui était exclusivement bourgeois ou nobiliaire, s'ouvre progressivement. Et puis, je veux dire, le moment décisif pour ça et qui a redéfini vraiment les codes du pouvoir en France, bah, c'est la Seconde Guerre mondiale. C'est tout simplement Mm. la République d'après 45, avec ses innovations sociales et économiques, qui va apporter plus que jamais des gens parfois d'origine modeste aux représentations, au poste de député, donc au plus proche du pouvoir, au poste de ministre. Et ça, on va dire, c'est un mouvement qui globalement commence dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette représentation des classes populaires au niveau du pouvoir. Ouais. Et après, ça s'accentue pour aujourd'hui à nouveau quasiment disparaître. Donc on peut voir que c'est des cycles. Bah non, mais c'est clair, ouais, ouais. Mais c'est ouais, c'est normal. En vrai, c'est un circuit qui Bah, paraît normal. Mais c'est marrant aussi, l'histoire voilà. est un cycle. Ouais. Non, mais c'est ça, oui, oui, oui. Mais après, derrière, il y a des révolutions aujourd'hui qui ont voulu se faire, mais qui n'ont pas marché, quoi. Et c'est aussi l'époque, c'est-à-dire qu'il y a un cycle, si c'est un cycle, c'est que ça marche ou que ça marche pas, quoi. Mais bon. Bah, tu sais, Napoléon, il disait un truc, il disait, dans une révolution, il y a ceux qui la font, il y a ceux qui en profitent.
Oui, Il c'est dit ça, en bah général, oui. c'est pas les mêmes. Et oui, il y a une part de vrai, même si c'est pas exactement, c'est un peu plus compliqué. Mais globalement, oui. Même aujourd'hui, on peut voir qu'il y a des révolutions. On pensera par exemple aux révolutions récentes du monde arabe en 2011 et tout ça. On pensera par exemple à la révolution de Cèdre au Liban en 2005, qui veut porter un autre Liban sur le devant de la scène, un Liban démocratique. Bon, est-ce qu'on peut dire que ça a réussi quand on voit que le moitié du pays a pété et que, que l'élite corrompue ne veut pas lâcher le pouvoir? Donc oui, il y a des mouvements révolutionnaires qui sont en fait en cours, encore aujourd'hui dans le monde. Qui dit que la France n'en connaîtra pas d'autres? Oui. Et oui, évidemment, souvent ceux qui la font et ceux qui en profitent sont malheureusement pas les mêmes. Non, mais après, derrière, c'est vrai que les révolutions, c'est compliqué aussi, parce que la France, la révolution, ça s'est pas fait en un jour, quoi. C'est un Et process très long. finalement, mais après, derrière, on va parler de ce personnage qui arrive après, et qui envoie cette idée révolutionnaire à tout le monde, qui est Napoléon. Mais il y a aussi la révolution qui est arrivée, mais Napoléon est aussi arrivé, et lui, il a bien cassé la gueule à la fourmilière, quand même, quoi. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a pas, en fait, c'est beaucoup les personnalités qui mènent une révolution à son meilleur. Et Napoléon, l'idée de la révolution, elle a existé à un moment donné, mais c'est-à-dire que le gars est arrivé et finalement, c'est pas ce qu'il voulait, quoi. Mm. Et d'ailleurs, du coup, comme on parle de Napoléon, là, c'était quoi? C'était cette année ou c'était l'année dernière? Je sais plus. Sur L'année, quoi, les 200 ans? Ouais, pour les 200 Ouais, ans de cette année. la mort de Napoléon. Ouais. Et bah, Je... il y a eu une grosse critique. Et là, je sais qu'on va beaucoup parler parce que c'est ton domaine de prédilection. Il y a eu une grosse problématique là-dessus, c'est est-ce qu'on doit célébrer Napoléon? Parce que Ouais. apparemment, Napoléon est une figure qui ne fait pas et qui fait pas l'unanimité, quoi. Qui fait pas Alors l'unanimité. que, alors que ça reste un personnage important pour l'histoire de France. Mais Ouais. il y a une histoire de fêter Napoléon et il y a une histoire juste de le célébrer, quoi. C'est juste Exact. ça. Ouais. Et alors déjà, première question, c'est pourquoi il y a cette haine, enfin c'est pas une haine, mais pourquoi on ne célèbre pas Napoléon aujourd'hui? Pourquoi il y a cet esprit, c'est Napoléon tout gentil, et ce Napoléon, enfin tout gentil, ça n'a peut-être pas existé, mais ce Napoléon modéré, et ce Napoléon dictateur horrible, connard, et tout. Proto-Hitler. Ouais, ouais, on Proto, connaît. voilà, c'est ça, jusqu'au bout, quoi. Pourquoi il y a pourquoi aujourd'hui Napoléon est comme ça, a une image si peu réjouissante, quoi. Alors, Napoléon, pourquoi oui, il y a plusieurs choses. Alors, bah, je propose qu'on d'abord on revienne sur la légende napoléonienne pour comprendre pourquoi il faudrait célébrer ou fêter Napoléon ensuite. Oui, Bon, globalement, Napoléon, c'est d'ailleurs je le démontre dans la vidéo, c'est quelqu'un qui a un mode de pensée. C'est un homme des Lumières, il a un mode de pensée révolutionnaire. Et progressivement, en fait, à ce mode de pensée révolutionnaire vont s'ajouter en fait d'autres comment dire, d'autres pensées, d'autres réflexions qui globalement lui font, je veux dire, établir que la France ne peut plus fonctionner, ne fonctionne plus et qu'en gros il faut un État autoritaire qui s'inscrive dans une tradition quand même pour les Français, c'est-à-dire c'est pas un truc ex nihilo qui apparaît d'un coup, mais qui soit à la fois nouveau. Donc c'est plein de contradictions. Napoléon, il met en place un empire alors qu'il lui-même il a d'abord été élu de la République, il a été consul. Il établit un empire qui est validé sur des bases plébiscitaires, donc il y a eu un vote des Français pour mettre en place un pouvoir unipersonnel où on va dire les élections c'est pas vraiment ce qui compte le plus. oui. Le principe démocratique, c'est pas ce qui est le plus important. Et il Et était en élu à gros, vie quand même quand il était au consulat. Il était élu à vie, non? oui, alors d'abord, oui, oui, il va être ensuite consul à vie, et puis très rapidement, bah, ça débouche sur un pouvoir unipersonnel. Mais en gros, lui, il équilibre ce pouvoir unipersonnel, c'est-à-dire on sait que ça va être lui ou sa famille, par la promesse d'une mobilité sociale.
C'est-à-dire que dans la France de Napoléon, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus les ordres, il n'y a plus le pouvoir lourd du religieux, il n'y a plus la noblesse de sang comme on la connaissait avant. Et donc lui, il dit en gros, tous les Français qui veulent se dévouer pour leur patrie seront récompensés par des titres de noblesse, par des récompenses comme la Légion d'honneur, par des valorisations sociales. Et ça, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire que l'ascenseur social, en gros, est valorisé et le fondement de son régime et de son pouvoir, tout simplement parce que c'est un militaire. C'est un militaire, ça veut dire que lui, globalement, il ne peut pas s'entourer de gens qui seraient incompétents et qui seraient là uniquement parce qu'ils sont fils d'eux. Parce que dans l'armée, si on fait ça, ça a été des désastres. C'était des désastres militaires. Lui-même a été frustré de ne pas pouvoir avoir beaucoup d'avancement sous le Royaume de France parce qu'il n'était pas issu de la haute noblesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est artilleur, parce que l'artillerie est la seule armée en France dans l'Ancien Régime où on monte en grade parce qu'on est compétent. Dans toutes les autres, c'est parce qu'on est un courtisan du roi. Et donc lui, il veut pas reproduire ce système, mais d'un côté, il veut quand même d'un pouvoir, qui s'étend dans le temps, qui on va dire, c'est pour 1000 ans, quoi. Et alors, il va mettre en place beaucoup de réformes législatives en France, dont la plupart, dont nombreuses perdurent jusqu'à aujourd'hui. Il va innover au niveau institutionnel, tout ça. Mais évidemment, il fait l'objet, dès son vivant, d'une légende noire. Parce qu'en gros, il se fait beaucoup d'ennemis, à la fois à l'intérieur du pays. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du pays, ceux qui lui sont opposés, ça va être certains républicains, ça va être certains royalistes, une bonne partie des royalistes, notamment eux, qui sont en fait les premiers opposants à Napoléon, parce que eux, ils veulent le retour du roi, et pour eux, Napoléon est un arriviste. Napoléon, c'est juste la révolution sous une autre forme. Et donc, il se fait des ennemis à l'intérieur du pays, donc qui diffusent une critique sans modération. C'est bien plus violent que ce qu'endurent les politiques d'aujourd'hui. Et puis, il y a le rôle également de l'Angleterre, donc chef de file des monarchies européennes, qui sont opposés à Napoléon parce que Napoléon, à nouveau, est vu par eux comme le perpétuateur, le produit de la révolution, et donc c'est un usurpateur pour eux. Et donc ils n'ont de cesse, on va dire, de le salir dans l'opinion publique. Par exemple, dans les caricatures, on est toujours représenté comme un ogre qui veut bouffer l'Europe et mettre en place des régimes de sang et de terreur. Il fait l'objet d'une critique intellectuelle. Il y a des intellectuels, même français, qui lui sont opposés. Et donc, quand Napoléon tombe en 1814, le roi revient, donc c'est Louis XVIII, il y a la Restauration, et donc là, il va y avoir évidemment une condamnation de tout ce qu'a fait Napoléon, et une condamnation, je veux dire, politique, littéraire et tout ça, qui va prendre le nom en fait de la légende noire de Napoléon, et qui globalement, je veux dire, voilà, il faut l'effacer, c'est un être horrible, et évidemment, il y a également une répression politique qui est très concrète, c'est ce qu'on appelle la terreur blanche. Et par exemple, il y a de nombreux partisans de Napoléon, des bonapartistes, qui se font tuer concrètement, qui se font tuer par des partisans du roi. Mais pourquoi il a été considéré comme... Pourquoi il y a eu cette décision-là de ne plus parler de Napoléon? Alors, tout simplement parce que c'est une menace politique. C'est-à-dire que au début, c'est très rationnel. C'est-à-dire que le roi, quand il a besoin de revenir au pouvoir, il doit condamner tout ce qui a été avant lui. Parce que lui, déjà, il revient grâce à l'aide d'autres pays. Il ne revient pas parce que les Français le réclament, tu vois. Et donc, forcément, pour établir son pouvoir, il doit vraiment dire que tout ce qui était avant, c'était horrible. Et que, en plus, Napoléon, sachant toutes les personnes qui, grâce à lui, sont montées socialement, il a beaucoup de gens qui lui sont redevables. Et donc, il faut absolument mettre à bas cette image de sauveur de la nation, et pour mieux établir, en fait, le nouveau pouvoir royal. Non, mais parce que du coup, c'est même Robespierre et Danton étaient des représentations qui faisaient peur aux monarchies européennes, et donc du coup, ils auraient pu subir aussi cette même damnation mémorielle, quoi. Alors, eux, eux, ils l'ont fait plutôt a posteriori. Il y a eu, il y a eu des choses faites sur eux qui perdurent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Mais globalement, Napoléon a plus été vu comme un danger par son aspect européen. C'est-à-dire que Napoléon n'est pas seulement un personnage français, c'est un personnage européen, d'ailleurs, comme je le démontre un peu dans le documentaire. Et à ce titre, il a été vu comme un danger bien plus fort. Parce qu'en gros, le danger de Napoléon, c'est que lui, contrairement aux révolutionnaires, il met en place un système qui fonctionne. C'est-à-dire que lui, c'est pas la révolution permanente, c'est une espèce de révolution institutionnelle. Et ça, il n'y a rien de pire pour des rois ou des empereurs que de voir un système alternatif fonctionnel apparaître.
Et Mm. donc, même si ce système partage des points en commun avec eux, par exemple l'autoritarisme et tout ça, euh, il n'en reste pas moins fondé sur des différences fondamentales, ne serait-ce que parce qu'il remet en cause le principe que les hommes ne seraient pas égaux. Dans le système napoléonien, le simple fait qu'on soit égaux devant la loi, mais c'est une menace, je veux dire, structurelle, Oui. c'est une menace de vie ou de mort, en fait, pour les monarchies. Et Oui, mais donc, forcément, ça, c'est issu de la pensée révolutionnaire avec la Déclaration des droits de l'homme. oui, tout à fait, tout à fait. Napoléon s'inscrit dans Oui. dans cette lignée-là. Il y a des trucs sur lesquels il peut pas revenir, en fait. Et puis de toute façon, il a peut-être même pas la volonté de revenir là-dessus. Et donc forcément, Napoléon institutionnalise beaucoup de choses de la Révolution. Il en fait oublier aussi pas mal. Mais dans le cortège de la Révolution, il institutionnalise quand même beaucoup de choses, notamment les choses qui seront vues par ses opposants, les autres monarchies européennes, comme étant les plus dangereuses. Oui. Ne serait-ce que le fait que il y a un texte de loi qui régit les relations entre les hommes, qu'ils soient égaux. Je dis, c'est des choses qui paraissent complètement dingues. Et puis, par exemple, que des gens qui ne soient pas nobles puissent accéder à des hautes fonctions politiques ou militaires, mais c'est impossible. C'est impossible. Pour eux, dans leur esprit, il y a des gens qui, par la naissance, sont meilleurs que les autres. On ne Oui, peut pas oui, revenir bah oui. là-dessus. Non, mais oui, c'est le système de caste qui. Enfin, le système de caste, oui, et de sang qui fait la personne, quoi, c'est sûr. Et aujourd'hui, alors, du coup, là, tu as expliqué pourquoi Napoléon était pas apprécié à son époque. Mais pourquoi aujourd'hui, du coup, ça pose encore problème? Parce que là, c'est bon, ça fait 200 ans, à un moment donné, c'est Bah, mignon, c'est quoi. ça. Bon, si ça donnait qu'à moi, je veux dire, on serait pas dans le débat là-dessus. Mais en gros, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a plusieurs choses. Il y a les reliquats de cette légende noire. Il y a toujours des gens qui l'aiment pas pour des raisons, on va dire, idéologiques, des gens qui seraient monarchistes. Quoi. Puis, globalement, c'est le fait qu'on est en République et que pour eux, célébrer le fossoyeur de la Révolution, symboliquement, c'est dangereux. Il y a eu également dans le passé, jusqu'au début du XXe siècle, des mouvements bonapartistes qui étaient très puissants, qui étaient donc qui voulaient revenir à la famille Bonaparte au pouvoir et donc qui étaient des dangers pour la République. Et Oui. donc à ce titre, les dirigeants des différentes républiques françaises n'ont pas voulu célébrer Napoléon et ont voulu le faire oublier parce qu'il représente une alternative, au moins même fictionnelle, mais c'est ça, hein, Ouais, ouais. à leur pouvoir. Et puis, pour moi, il y a une autre critique qui est plutôt de gauche, là, parce que là, du coup, on a parlé plutôt d'une critique de droite, qui aurait été. Il y a toujours des gens à droite qui n'aiment pas Napoléon. Et puis, une critique plutôt de gauche qui, pour moi, est dans cette idée d'assimiler Napoléon globalement à tous les oppresseurs, et qui, à ce titre, serait condamnable de façon univoque. Ça a été indicateur, donc c'est un méchant. Et il y a d'autres personnages qui en pâtissent, même De Gaulle, à un moment, De Gaulle fasciste, c'était un slogan de 68. Bon, ça existait. Et Napoléon, par son rayonnement supérieur, on va dire, dans l'histoire française et même mondiale, à ce titre, bénéficie d'une attention supplémentaire. C'est-à-dire, on veut plus le condamner parce qu'il est plus. Et Bah oui. parce que, dans l'autre pendant, bah ça on peut peut-être en parler aussi après, il y a encore beaucoup de gens qui le respectent, voire même qui le vénèrent. Et donc, on veut se dire à ces gens-là que leur passion est mauvaise et qu'ils devraient embrasser d'autres idéaux. Et donc, moi, les critiques que j'ai le plus souvent entendues, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vécu dans un monde où Napoléon était adoré. Ça a été une surprise pour moi de découvrir qu'il y a des gens qui l'aimaient bien. Et bah, il y en a beaucoup d'ailleurs, j'ai découvert. Mais moi, quand j'étais petit, c'était Napoléon Hitler. Mais ça n'a aucun fondement historique ni rien en fait. Je veux dire, il y a rien en commun quoi. Et et du coup, il y a même eu Napoléon antisémite. Alors bon, ça c'est la Ouais. dernière blague. Et mais ça, voilà. Pour moi, c'est ce C'était cortège en avant que ça gros. vienne à la mode, en plus, c'est marrant. Il y a en gros ce cortège de pensées anti-napoléoniennes qui sont un peu coalisées pour dire il faut l'oublier, il faut même pas en parler quoi. Et Mm. là, on rejoint la cancel culture. Mais alors, parce qu'il y avait aussi ce que j'ai l'impression que les gens reprochent à Napoléon, parce qu'il reprochait à Napoléon, et qui fait aussi beaucoup polémique aujourd'hui, c'est que l'esclavagisme a été révoqué pendant la Révolution, et il l'a rétabli, Napoléon.
Il y a d'autres ça, il y a d'autres Voilà, ça ça, il c'est y a le aussi, dernier truc. il y a aussi après derrière, quand il était en Espagne ou quand il était en Italie, le régime dans ces terres-là était pas le plus optimisé là-dessus. Il y a des trucs, je crois que c'est un tableau de Goya comme ça, non? C'est celui-là, Ouais, le 13 des Maillots, là? Goya, ouais, Qui, quand l'os des maillots. Ouais. voilà, et qui, voilà, c'est, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, on peut critiquer ces actions-là et on peut comprendre aussi que ça a été un vilain garçon, quoi. Alors, ah oui, bah, ça, de toute façon, Napoléon doit être pris dans son entièreté. Hein. C'est des conflits, c'est des guerres. Évidemment, voilà, il y a eu des horreurs des deux côtés. Napoléon, oui, bah alors bon, la critique sur l'Espagne, je sais pas si ça marque vraiment en France. Ça, c'est plutôt un truc qui est dans la tradition espagnole, qui a été, oui, une guerre horrible en Espagne. Mais on va dire que globalement, le truc sur l'esclavagisme, c'est un peu le dernier né de la critique à Napoléon. Parce que moi, par exemple, je veux dire, je l'ai jamais entendu, ces critiques-là. C'est un truc qui est vraiment apparu récemment avec les, les mouvements anti-décoloniaux voilà, qui ont pris de l'espace public. Et donc, il y a une critique de Napoléon sur l'esclavage qui est arrivée. Bon, en réalité, pour moi, c'est un peu une excuse parce que Napoléon rétablit l'esclavage, mais dans les faits, il était toujours pratiqué. Il était toujours Hmm. pratiqué dans les îles, en Martinique et en Guadeloupe. Donc, il le rétablit dans la loi, en fait, en gros, pour rétablir l'ordre, parce que en gros, la crainte, c'est que les planteurs des îles à sucre, comme on les appelle, si Napoléon rétablit pas l'esclavage, la crainte, c'est que ces planteurs se rallient à l'Angleterre. Donc, et que l'Angleterre n'était pas regardante sur l'esclavage ou pas. Ouais, Voilà. ouais, Il y avait que la France qui avait aboli. Donc, il y a une contrainte, on va dire, il y a tout d'abord, il y a un état de fait, le fait que c'est toujours pratiqué. Et puis, il y a en fait une idée tout simplement de politique froide. Maintenant, il n'y a jamais eu une adhésion, on va dire, idéologique ou programmatique de Napoléon sur l'esclavage. D'ailleurs, on a de nombreux écrits dans lesquels il dit qu'il est contre ça et qu'il le rétablit juste pour des raisons politiques. Ensuite, quand Napoléon revient au pouvoir en 1815, donc le retour de Napoléon, donc qui dure 100 jours, il va abolir l'esclavage. Voilà. Il abolit l'esclavage, et ça on n'en parle pas, mais en fait il abolit l'esclavage. Il fait d'ailleurs différentes choses. Hein. Il fait même changer son titre. Il est plus empereur de France, mais empereur des Français. Il fait rétablir le drapeau tricolore de la Révolution. Donc il fait des choses en fait. Donc on peut voir que même dans le personnage Napoléon, il y a des évolutions qui sont parfois surprenantes. oui, Et donc, parce évidemment, son abolition ne sera jamais appliquée. Parce que après, la ouais. monarchie remet ça, et jusqu'en 1848, qui fera la seconde abolition de l'esclavage. Mais on va dire, pour moi, c'est évidemment qu'on peut critiquer. Ah, ah, j'ai perdu Larry. Oh non. Oh mon Dieu. Ça parlait. Oh non. Il s'est fait cancel culturel? Pas vrai. Oh là 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 là, mais moi je... Oh non. J'ai un moyen de communication super lent. Avec lui, c'est que par mail. C'est compliqué cette histoire. Lui envoyer un mail. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Ah, j'ai cru t'avoir perdu. Bah ouais, je sais pas, c'est la connexion qui a sauté. Ah bon? Ça, ouais, j'étais en plein speech. Bah oui, je le sais en plus. Du coup, je disais, bon, on peut le condamner sur ces actions-là. Maintenant, pour moi, ça constitue pas un socle de critique assez solide pour dire on n'en parle plus. Hmm. Parce que voilà, ne serait-ce qu'au simple fait que selon une analyse historique, ça n'a jamais été quelque chose de primordial dans l'action Oui. napoléonienne. Oui, mais après, derrière, là, tu parlais par exemple des 100 jours de Napoléon, où Ouais. il abolit l'esclavage, il remet le drapeau français. Mais il avait un moment, c'était aussi une période où il avait besoin de se faire racheter, quoi. Il s'est fait battre et il est Ouais, revenu ouais, sur un coup de bah, tout à force. fait. Et Hein, puis, bah, c'est un homme politique. c'est Hein. uniquement par l'image, quoi. Et puis, même s'il abolit l'esclavage, ça se trouve,
ça sera comme après la Révolution, c'est-à-dire que ça ne sera pas respecté, Ah quoi. ouais, ça je ne nie pas. Ça je ne nie pas, mais du coup ça permet de comprendre que l'abolition ou l'annulation, finalement ça change rien. Et donc ça permet de comprendre qu'il n'a pas il n'est pas dans un esprit qu'il doit y avoir une domination, je veux dire, qui passe par l'esclavage sur le Mm. peuple noir. Ça, on peut pas le reprocher à Napoléon, ne serait-ce que parce que Napoléon il a eu des généraux plâtres, c'est-à-dire qui était métis dans son armée. Bon, Napoléon, il y a des étrangers dans son armée. Il faut se rendre compte que quand même, au temps de l'Empire napoléonien, à la Cour de cassation, il y avait des juges qui étaient italiens, hollandais, même allemands, qui jugeaient le droit. Donc l'idée que ce serait une domination de la France sans partage sur l'Europe, il faut la nuancer parce qu'il y a une adhésion réelle de certains peuples et qui se retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui par le fait que Napoléon, contrairement à ce qu'on pourrait penser, bah, parfois il est plus populaire dans d'autres pays qu'en France. Quand vous allez en Italie, moi, je veux dire, j'ai toujours été impressionné, qui garde une très bonne réputation, en tout cas très largement. En Belgique, pareil. Ah oui. Il garde une réputation très positive. Et même les Anglais, qui étaient ses pires ennemis, sont les plus grands fans de Napoléon. Je veux dire, les Anglais, c'est ceux qui ont limite écrit le plus de livres sur lui. Ah bon? Et il y a quelque chose de fascinant là-dedans. Et c'est pour ça que, à ce titre, Napoléon ne doit pas être détaché d'autres Oui. figures historiques Oui, mais là, tu parles. qui font également l'objet d'une critique en France aujourd'hui. Non, mais c'est ça, mais là, tu parles de Napoléon en tant que figure historique, donc intéressant à étudier. Mais en France, c'est différent parce que du coup, on l'étudie autant que les autres, quoi. Mais c'est après, derrière, comme c'est une figure historique française, il y a la question qui se pose de est-ce qu'on doit faire des statues en l'honneur de Napoléon? Est-ce qu'on doit faire nommer des rues Napoléon Bonaparte ou des trucs comme ça? Alors que d'autres rues se font d'une autre manière, quoi. Il y a Alors, des rues qui s'appellent Louis XIV ou des trucs comme ça, quoi. bah oui, voilà. Je veux dire, bon, est-ce qu'on doit en faire, ce qu'on peut en faire? Moi, je prétends pas avoir le monopole là-dessus. Je pense que c'est ce qui doit guider ce genre de choses. Qui on veut mettre à l'honneur? Bah, finalement, ça regarde des gens qui habitent dans l'endroit. Je pense que quand on nomme évidemment des rues, des avenues, des places, on fait des statuts, c'est un message politique. Mais sur ces personnages historiques, moi, je trouve qu'il est malsain. C'est-à-dire qu'on ne doit pas vouloir mettre en avant un gars parce que on veut s'établir dans sa tradition ou bien pour un bénéfice politique. Pour moi, ça doit être fait dans une idée de mettre en avant une figure historique et d'amener les gens à s'intéresser à l'histoire. Mais je veux dire, je suis pas pour on soit aveuglé dans une espèce d'aveuglement pour les figures historiques. Si on a envie d'en faire des sculptures, j'ai envie de dire pourquoi pas. Je dis c'est pas, je veux pas être contre, mais je veux dire que évidemment que moi, ce que je rêverais, c'est qu'on, à côté de ces statuts, tout ça, on ait des programmes scolaires qui nous permettent de réellement comprendre l'histoire. Moi, j'en rêverais de ça. Je rêverais qu'il y ait des chaînes YouTube qui, au lieu d'être politisées ultra à droite ou ultra à gauche, nous expliquent pourquoi est-ce qu'on doit parler de Napoléon. J'ai Ouais. pas dit le célébrer ou en être un fan inconditionnel, mais pourquoi est-ce qu'on doit en parler et pourquoi est-ce qu'on doit le comprendre. Et c'est ça que moi, à mon échelle, j'ai essayé de faire. C'est-à-dire, pourquoi on doit en parler? Et moi, je suis pas. Finalement, l'idée qu'on célèbre au point Napoléon, pour moi, c'est du regard des autorités politiques. Oui, mais Ça, clairement, ça restera forcément de la politique à un moment donné. ça restera de la politique. Et à ce titre-là, il est difficile de donner un avis sans prendre des partis politiques. Mais je dis, est-ce qu'on doit en parler et est-ce qu'on doit, on va dire, faire quelque chose pour les 200 ans de sa mort? Ben, j'ai envie de dire, si on le fait pour De Gaulle, si on le fait pour Louis XIV, pourquoi Napoléon, on le fera pas? Et au même titre Ouais. que pour les autres, quoi. Et juste pour ça. Et donc voilà, par exemple, moi je finirai là-dessus. Le fait que Macron fasse quelque chose, ça a été quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire républicaine. Napoléon était plus fêté depuis Pompidou, et même les présidents de droite avant, ils s'en lavaient les mains de Napoléon. Hein. Donc ceux qui aujourd'hui venaient taper sur Macron en disant oui, regardez, il en fait pas assez sur Napoléon, mais Oui. Sarkozy et Chirac, ils ont jamais assumé Ah Napoléon. bah oui, non Donc mais oui, ouais, oui. on Et puis voilà, les 200 ans d'une figure historique, au bout d'un moment, même si elle est à son époque, c'était un peu tendu, où il y avait, c'est pas c'était tendu, mais c'est qu'il est, il peut avoir une mauvaise image à un certain moment donné. Enfin, 200 ans d'une figure historique comme Napoléon,
moi, ça me paraît normal voilà, en tant que figure politique, d'aller devant sa statue et de prendre des photos, quoi. En gros, Bah voilà, c'est ça. ça reste une figure historique, Ça même devrait si, pas être plus chargé politiquement que ça. bah non, mais c'est Je veux ça, dire, oui. je suis entièrement d'accord avec ça. On devrait s'y intéresser comme une figure historique, c'est-à-dire remettre en contexte et tout, mais pas faire des débats historiques, des Oui, débats politiques là-dessus. Pour moi, de toute façon, c'est un non-sens. Euh, c'est un non-sens de faire un débat politique sur quelqu'un qui est mort il y a 200 ans. Je comprends pas trop le but de ça. Pour moi, à mon avis, ça sert des agendas politiques qui n'ont rien à voir avec Napoléon, et Napoléon, hmm. c'est juste une excuse. Donc ça aussi, le Oui, public oui. doit en être conscient et porter un regard distant sur les récupérations politiques de tous les personnages historiques de Napoléon. Oui, mais après, derrière, je suis pas sûr que le président aille tout de même au tombeau de Louis XIV ou de Henri IV Oh. pour faire croire. Ah oui, Ah bah ça c'est j'en vrai? sais rien, j'en sais rien, je parierai pas là-dessus. Est-ce que moi je sais que Macron avait bien invité Poutine à Versailles. Bon, Oui, mais après Versailles, aujourd'hui, c'est plus tellement le palais de Louis XIV, non ça mais reste un bon c'est quand monument même historique Louis français, XIV, quoi. hein. Oui, oui. Non, mais oui, mais c'est pas, Mais ouais, il a pas invité Poutine dans la chambre de Louis XIV, par exemple, ah ça ou on n'en sur sait la rien, tombe de Louis XIV. ça j'en sais Tu rien. connais mon vieux pote, c'est Louis XIV. Dire moi tu sais, moi je préjugerai pas là-dessus honnêtement. Toutes les figures ont fait l'objet de récupération Oui, 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 non, mais c'est sûr. diverses et variées. Maintenant, on essaye de nous ressortir des personnages de la commune comme étant des héros incroyables. On nous fait le coup avec les militants du FLN. Bon, pourquoi pas, Oui, hein, mais il faut être distant là-dessus, quoi. mais après derrière, Il faut être très distant. après, derrière, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'allait pas parler de politique ou de politiser nos discours, même si ça reste tranquille. Mais c'est vrai que la commune reste quand même un mouvement de gauche, alors que Napoléon reste, en tout cas, l'image et l'exploitation qu'on en fait reste quand même une image plutôt de droite. Et Le- ça, c'est des Ah, récupérations qui ont été faites à posteriori. oui, c'est carrément une récupération. Mais aujourd'hui, Des récupérations, quand on parle de Napoléon, ouais, plutôt en bien, c'est que forcément on essaye d'avancer des idées de droite ou qu'on cherche c'est des ça. arguments de droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est allé tellement loin dans la politisation de tout qu'on ne peut plus avoir un regard froid sur rien. Et ça, à cette chose-là, la droite et la gauche sont très forts. Hein. Ils s'emparent des sujets, ils les violentent, ils font de la réécriture mémorielle. Bon, ça, c'est pour moi le seul obstacle qu'on peut avoir à ça, c'est de diffuser la culture dans la population. Hmm. Et à ce titre-là, par exemple, les youtubeurs, par exemple, je vais citer le réseau dont je fais partie de la Belle Hérodote, ont leur rôle. C'est-à-dire qu'ils promeuvent une vision de l'histoire qui n'est pas politisée. On a tous nos opinions politiques, mais elles ne doivent pas influencer la façon dont on parle d'histoire. Et, ou bien on doit en faire le plus possible un effort pour amener un discours qui ne soit pas politisé, parce que notre but, c'est pas que les gens se disent il est de gauche, il est de droite, donc je suis d'accord avec lui. C'est plutôt qu'ils comprennent la complexité du personnage. Et puis pour moi, le but ultime, c'est pas de se rallier politiquement au personnage, c'est plutôt de s'en inspirer de ses côtés positifs, également parfois apprendre de ses côtés négatifs, pour ne pas reproduire les mêmes Oui, erreurs, et puis parfois pour trouver de l'inspiration, je veux dire, pour bâtir sa propre histoire, son histoire personnelle, mais aussi l'histoire, je veux dire, de son pays ou globale, qui est toujours, qui est perpétuellement en cours d'écriture hmm. et qui est, je veux dire, infinie. Tant qu'il y aura des humains, il y aura de l'histoire. Bah oui, non, mais c'est clair, oui, oui, oui. Bon, on va peut-être clore le sujet sur Napoléon, on va partir sur la dernière question. Donc, mais même si tu Oui. as déjà un petit peu répondu à cette question-là, et aujourd'hui, comment on fait alors, comment on l'avait formulé? Quelles sont les solutions pour répondre à la cancel culture aujourd'hui? On a un peu parlé, c'est exclusivement de l'éducation, alors du coup. Hmm. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par répondre amener Non, une alors, contradiction, non, une... c'est vrai que ça a orienté comme si la cancel culture était un problème. Mais en vrai, c'est pas un problème. Enfin, ça peut être un problème sur certains quoi. Mais c'est une situation aujourd'hui où ça mène pas forcément de discussion sur le Bah sujet. non, c'est ça qu'on puisse dire. Mais du coup, Euh, qu'est-ce qui, pour toi, peut amener à ce que
au lieu de cancel toutes les cultures, on en redébat et on en parle tranquillement, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Pour moi, on peut remettre Napoléon sur le devant de la scène sans que ça soit politisé, par exemple? bah, en fait, c'est dépassionner les sujets. Pour moi, il y a un travail fondamental. On a tous des choses qu'on aime plus dans l'histoire, ça c'est humain. Il y a des choses qui nous intéressent plus que d'autres. Maintenant, je pense qu'il y a, pour moi, il y a un effort d'ouverture qui est à faire, qui est dans l'éducation nationale, parce qu'aujourd'hui, on a délégué l'éducation à l'éducation nationale, mais c'est un travail qui peut se faire également dans les familles. C'est un travail qui, normalement, est effectué également par les lieux culturels, par les lieux de médiation culturelle, dans les musées, par exemple, hein, Mm. concrètement. C'est-à-dire d'amener de la complexité autour des personnages, c'est-à-dire de remettre en contexte et de montrer, je veux dire, au public, aux étudiants, aux élèves, que l'histoire, je veux dire, c'est quelque chose de complexe qui peut pas être compris selon une opinion politique et que fondamentalement, je pense que le message le plus important, c'est que si on politise l'histoire, si on veut réécrire l'histoire, eh ben, pour moi, ça c'est paver la voie vers le totalitarisme. C'est-à-dire que quand on est incapable de voir la complexité du monde et qu'on veut résumer le monde avec une idéologie, quelle qu'elle soit, et qu'on veut simplifier tout à outrance, on pave la voie vers l'autoritarisme. Et pour le coup, c'est ça le vrai danger. Si on Oui. devait vraiment être ultra concret, c'est en gros la démocratie, c'est quelque chose qui s'entretient. Vivre avec des libertés, c'est quelque chose qui s'entretient. Le fait qu'on puisse entreprendre, qu'on puisse créer nos propres vies et ne pas être uniquement prédestiné par notre couleur de peau ou notre origine sociale, et ben toutes ces choses-là, on doit se battre pour les avoir. Et on ne peut se battre pour les entretenir que parce qu'on comprend notre passé, que parce qu'on ne s'est pas laissé imposer par d'autres une vision de la vie, finalement, qui aurait été écrite à leur avantage. Et donc, fondamentalement, là, c'est quelque chose qui est ultra, je veux dire, populaire. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on doit tous s'approprier l'histoire et qu'en fait, c'est notre bien commun. Et puis, Mm. je veux dire, pour être plus symbolique, et ben tout simplement parce que c'est la mémoire de nos ancêtres. Et donc, en comprenant de là d'où on vient, on peut mieux aller là où on veut aller. Et tu sais, il y avait cette citation de Churchill qui disait plus loin vous verrez dans l'histoire, plus loin vous verrez dans le futur. Et je pense qu'il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Oui. Et rien qu'à ce niveau-là, je dirais que c'est une réponse à la cancel culture sur ce point. C'est-à-dire que il y a des personnages qui sont contestables, qui ont fait des sales choses dans l'histoire. On ne doit pas les détruire, ne serait-ce que parce qu'on doit apprendre de leurs erreurs et parce que nos enfants et nous-mêmes, on doit toujours avoir ce souvenir qu'il y a eu des choses mauvaises qui ont été faites. Et à ce titre-là, on peut illustrer tout simplement avec les camps d'extermination de Auschwitz. Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas détruits? Parce qu'il y a cette idée qu'on doit apprendre de l'histoire. Ben oui, non, mais